Merci de nous rejoindre pour la deuxième heure d'Europe 1 Soir Week-end. On discutait déjà avec Charlotte et Antoine, que j'accueille. Charlotte Dornelas, journaliste au JDD. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes guérie. Presque. Voilà. Ça y est, je vois la lumière. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a un médecin que je vais présenter dans quelques instants qui est mon invité ce soir. Mais je dis bonjour tout d'abord à Antoine Fenech, journaliste et chroniqueur. Bonsoir Antoine. Bonsoir Stéphanie. Ravi de vous accueillir ce soir dans le studio d'Europe 1. Je disais à votre père hier, Georges, que j'avais le fils aujourd'hui. Donc la famille au complet ce week-end. Je suis content que je sois là ce soir. Écoutez, bienvenue. Et mon invité, Martin Blachier, médecin de santé publique, épidémiologiste. On vous a beaucoup vu à l'époque sombre du Covid. On est content d'en être sorti en tout cas et de vous revoir. C'est une autre occasion. Bonsoir Martin Blachier. Bonsoir. Puisque vous sortez ce livre, Les 12 travaux d'Hippocrate vers un nouveau contrat social aux éditions du CERF. Alors avant de parler de ce livre et de ce que vous préconisez pour le système de santé, qui vous le posez tout de suite dans les pages que l'on croyait un des plus performants du monde et puis qui finalement aujourd'hui est à bout de souffle. On a eu ce vote tout à l'heure que vous avez, j'imagine, suivi, le projet de loi sur la sécurité sociale avec une enveloppe pour l'hôpital qui est au cœur des inquiétudes tout de même. Ça a été voté, c'est passé. On a entendu Adrien Clouet tout à l'heure justement parler de ces 5 milliards qui manqueront à l'hôpital. Vous, quelle est votre réaction ? C'était pas le moment de faire passer une telle loi ? Moi, je pense que le problème de l'hôpital, il est bien plus profond qu'un problème de ressources. Il est d'abord un problème de mission. Quelle est la mission de l'hôpital public ? Et je pense qu'il faut qu'elle soit redirigée. N'importe quel patron d'entreprise qui aurait un groupe en fait en difficulté chercherait à redéfinir la mission. Pour moi, la mission de l'hôpital public, c'est la mission de dernier recours. Je pense que tout ce qui sort de ça doit finalement être déporté sur d'autres offreurs de soins. Je pense que même la très très haute expertise qui avant était finalement la spécificité de l'hôpital public est en train de plus en plus être pris en charge par des structures privées. Je pense aux centres anticancéreux qui sont devenus bien meilleurs. Je pense même à certaines fondations en neurologie, en ophtalmologie. Donc aujourd'hui, il faut redéfinir le rôle de l'hôpital public aussi pour donner du sens aux gens qui y travaillent. Parce que l'autre problème numéro 1 de l'hôpital public, c'est que les gens ne veulent plus y travailler. Oui. Les médecins que je connais, tous les soignants, préfèrent travailler partout ailleurs qu'à l'hôpital public. Donc c'est vraiment un vaisseau qui est en perdition, qui n'a même pas de cap et qu'on rend flou à coups de milliards, mais je ne pense pas que ce sera la solution. Ils vont travailler davantage dans le privé, ce sont d'ailleurs beaucoup de médecins étrangers, je crois, 20-25%, vous dites. Absolument. Il y a beaucoup plus de médecins étrangers à l'hôpital public, parce que finalement, eux n'ont pas le choix, donc quand on a le choix, on va travailler ailleurs, parce qu'il n'y a rien de moins agréable que d'aller dans un endroit où... finalement, j'ai envie de dire, la modernité n'est pas rentrée, on est encore sur un management assez ancien et surtout, on a perdu le sens de ce qu'on fait puisqu'on essaye de tout faire alors qu'on devrait se concentrer sur certaines missions qu'on fait bien. On a tendance à vous écouter parce qu'on se souvient de vous, évidemment, pendant, je le disais, cette séquence du Covid. Vous avez dit des choses assez justes, vous étiez assez critique sur certaines décisions des pouvoirs publics. Il y a eu pas mal d'erreurs, vous les aviez dénoncées à l'époque. Vous dites donc qu'il faut redéfinir la mission de l'hôpital public et ça veut dire quoi ? Ça veut dire envoyer les gens ailleurs, parce que vous indiquez aussi dans ce livre, vous écrivez que l'hôpital est devenu le parapluie social de la société. L'hôpital public est devenu c'est le parapluie social de la société. Il y a un chiffre aussi qui est intéressant, c'est qu'avant, finalement, l'entrée par les urgences, c'est-à-dire vraiment les situations un petit peu désespérées, c'était 15 à 20% du recrutement de l'hôpital public. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'hôpital public s'occupe essentiellement des gens qui n'ont pas pu être absorbés par le reste du système de santé. Et je pense qu'il y a un problème plus global sur le système de santé, c'est qu'il faut accepter le fait que ça va coûter de plus en plus cher. Pourquoi ? Parce que c'est la condition humaine. Vous savez, il y a 3 secteurs dans lesquels les investisseurs investissent. C'est les nouvelles technologies de l'information, c'est l'énergie et c'est la santé. Oui, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a un besoin et que ce besoin va être pourvu par du progrès. Et ce progrès, il a une valeur, il a un coût et va falloir soutenir ce coût. Alors aujourd'hui, on ne peut plus soutenir collectivement pour la totalité. Donc il va falloir décider ce que la collectivité va payer. Donc, c'est-à-dire la base, lutter contre des situations effectivement où on n'a plus de recours, et ce qui va être payé par les individus. Je pense que les individus sont même prêts à payer une part de leur santé. On a mis tout le paquet en France, notamment avec des idéologies plutôt de gauche sur la gratuité,
Mais je pense que la gratuité, à part parler à certains idéologues, ne parle plus à grand monde, aussi bien aux soignants qu'aux patients. Les gens, je pense qu'ils sont prêts à payer pour leur santé, ils comprennent que ça a de la valeur, et donc, ok, on peut en parier une partie collectivement, mais pas uniquement, sinon, on va faire un ajustement par la qualité, et on va avoir un système de santé qui est effectivement des plus performants au monde, évoluer vers un système de santé low cost. C'est la transformation qui est en train de se produire. Et on va soigner de moins en moins bien. Exactement, parce qu'on laisse ce verrou de l'égalitarisme et de l'universalisme à tout prix bloquer cette dégradation de notre système de santé. Antoine Fenech. Et je vous rejoins, c'est vraiment dommage de faire ce constat-là, puisqu'on avait un des meilleurs systèmes de santé au monde avec Pasteur, et de voir dans quel état l'hôpital est aujourd'hui, c'est triste. On a beaucoup d'étudiants en médecine que la France va vieillir. Il va y avoir 30% de la population française d'ici 20 ans qui aura plus de 65 ans. Donc l'hôpital français est au cœur des enjeux. Et il faut absolument prendre la mesure de ce défi. Vous avez raison. Et il faut aussi des médecins pour les accueillir, ces étudiants, parce que je voyais qu'à Caen, il n'y avait même plus de médecins pour accueillir les internes. Hein. Absolument, il y a une crise. Comme je vous dis, les gens, en fait, tous les étudiants sont formés à l'hôpital. Et comme les gens ne veulent plus travailler à l'hôpital, vous avez en fait un problème de créer les générations. Alors, il faut peut-être former les étudiants ailleurs, ou alors il faut revenir sur la réforme de l'hôpital public. Et encore une fois, peut-être qu'une de ces missions, c'est la formation. Mais en tout cas, il y a des missions qui doivent sortir. Il faut restructurer finalement les activités de l'hôpital public. Charlotte Dornessa, là, vous connaissez bien ces sujets, évidemment, vous les traitez souvent. Alors moins que par contre du métier que l'on retrouve là dans beaucoup d'autres métiers. Comment est-ce que vous la repérez, enfin pas comment vous la repérez, comment est-ce qu'on en est arrivé justement à cette perte de sens? Et vous parlez également d'idéologues qui sont bloqués sur une manière de penser le soin finalement aujourd'hui en France. Où est-ce qu'ils se cachent dans la pyramide, on va dire, des soins aujourd'hui en France? Ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a deux familles de médecins, il y a deux familles de soignants. Il y a ce que j'appelle les idéalistes et les missionnaires. Et c'est très beau, c'est la vocation médicale. C'est les gens qui veulent passer leur vie à soigner le maximum de personnes. Ça, c'est l'idéologie finalement du dispensaire, c'est l'idéologie aussi de l'hôpital public. Et puis vous avez des médecins qui sont de plus en plus majoritaires, qui sont juste des gens qui sont des professionnels. C'est des gens qui ont fait des études pendant très longtemps, qui font un soin extrêmement expert, de très bonne qualité, et qui veulent simplement être rémunérés pour très bien faire leur travail. Et ces gens-là, ils ne sont entendus de personne. C'est-à-dire qu'on considère que si on est juste un professionnel, on n'a pas sa place dans le système de santé. Et effectivement, les élites du système de santé, qui sont en gros au ministère de la Santé et à l'assurance maladie, qui sont les deux grands piliers du système de santé, eux sont tous dans la famille des idéalistes, parce que c'est beaucoup plus facile de se considérer comme un sauveur de la société que simplement de se considérer comme quelqu'un qui doit fournir un soin de bonne qualité. Mais moi, je pense que les Français ne sont pas assez exigeants sur la santé. C'est-à-dire que comme c'est gratuit. En fait, ça arrange tout le monde, parce que quand vous avez un soin qui vous plaît pas, vous vous dites, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais vous dites, il vaut mieux faire 300 km et trouver un bon médecin que d'aller à côté exactement, et être mal soigné. Sur le sujet des déserts médicaux, les politiques, ils passent leur temps à dire, le plus important, c'est d'avoir l'accès près de chez vous. Mais vous savez, quand moi, il y a quelqu'un qui est malade dans ma famille, la priorité, c'est pas qu'il fasse 5 minutes de voiture au lieu d'un quart d'heure, c'est qu'il aille voir un bon médecin. Oui, mais parfois, quand c'est urgent, on n'a pas le loisir d'aller voir un bon médecin ou pas le choix, surtout. Même quand c'est urgent, vaut mieux faire un petit peu plus de voiture et aller à un endroit où il y a du soin de qualité. Ce que je veux dire, c'est que ce que les Français doivent avoir, c'est un soin de qualité. Après, qui le paye, c'est un autre débat, mais on ne va pas dire que comme on ne peut pas payer, on va accepter que la qualité se dégrade. C'est la qualité des soins, et les gens se rendent compte que la qualité des soins est dégradée, et c'est pas parce que la collectivité s'est trop endettée sur la santé, mais sur tous les autres secteurs, que les Français vont être moins bien soignés. Donc, il faut réinventer le financement du système de santé, puisque de toute façon, il coûtera de plus en plus cher. Antoine Fenech. Oui, j'approuve ce que vous dites. En fait, c'est totalement ça. Il faut qu'il y ait une meilleure qualité de soins, peut-être moins de patients. Il faut réguler le nombre de patients dans les hôpitaux, surtout dans les urgences, qu'on voit qu'ils sont complètement saturés. Je prenais un exemple, l'année dernière, j'étais aux urgences avec une amie qui avait une pneumopathie, elle ne savait pas encore qu'elle avait la pneumopathie, donc c'est quand même quelque chose qui peut être assez grave si c'est pas traité. Et à cause du fait qu'il y avait beaucoup de gens dans les urgences, ils lui ont dit de rentrer chez elle, de prendre du Doliprane, etc. Et je pense que c'est un exemple que beaucoup de gens peuvent citer, malheureusement. Et c'est là où je vous rejoins, il faut une médecine de qualité, quitte à faire un peu plus de kilomètres, plus de formation, et aussi plus d'humains. On voit qu'il y a moins d'humains maintenant dans les hôpitaux. J'ai écouté Michel Onfray, d'ailleurs, chez Laurence Ferrari, aujourd'hui, qui disait la même chose. Il a eu un AVC, il avait vu auparavant, je ne sais pas combien de médecins qui n'ont jamais réussi à lui diagnostiquer la bonne chose. Non, mais il y a un vrai problème de qualité. C'est comme quand vous imaginez 30 € la consultation
consultation de médecins généralistes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si vous mettez 30 € la consultation de médecins généralistes, vous obligez les généralistes, pour pouvoir vivre, à faire du volume. Si vous faites du volume, vous baissez votre qualité. C'est pas plus compliqué que ça. Ils font de la paperasse. L'hôpital, c'est pareil. On passe son temps à dire l'hôpital n'est pas efficace, mais on a sur-augmenté son rendement. C'est-à-dire qu'en baissant les tarifs des hospitalisations, on a passé notre temps à leur demander plus avec moins d'argent. Et donc, dans ce cas-là, vous baissez aussi la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, la solution des idéologues de la santé, c'est de faire toujours plus, d'absorber le progrès médical sans mettre plus d'argent, en mettant la pression sur les soignants. Et donc, les soignants sont obligés de baisser la qualité et donc, ils s'en vont parce que leur métier perd du sens, parce qu'ils ne sont pas venus à l'hôpital pour faire de la mauvaise qualité. Vous dites aussi qu'il y a un problème vraiment de gouvernance, d'organisation, c'est que les experts ne font pas de la médecine finalement, ils dirigent l'hôpital, ils accumulent les fonctions et que ça c'est pas une bonne chose. Alors il y a eu, notamment dans l'hôpital public, en fait, vous avez des experts qui passent 15-20 ans à devenir des très grands experts d'une pathologie et qui veulent aussi être ceux qui dirigent l'hôpital. Donc là, pour une fois, moi je prends la position des gens qui sont plutôt les bureaucrates et je dis chacun son travail. Donc c'est trop facile en fait de critiquer en permanence la bureaucratie et l'organisation, parce que c'est de l'organisation de la logistique de l'hôpital, sans en être responsable. Donc je pense aussi que là, les top médecins de l'hôpital public, qui sont aussi des grands idéologues, attention, très complices des gens de l'assurance maladie et du ministère de la Santé, jouent un double jeu qui, je pense, n'arrange personne, parce qu'il faut que l'hôpital soit bien organisé pour que les médecins puissent faire du bon soin. Et je pense qu'il y en a qui sont un peu ambigus de temps en temps dans ces discussions-là. Bon, vous nous dépeignez quand même un tableau assez noir. Bon, on est quand même bien soigné en France. Notamment quand on a des cancers, etc. C'est pas dans le privé que les gens vont se faire soigner, c'est dans le public. Alors, j'aimerais vous répondre oui. Déjà, le cancer, de plus en plus, c'est dans le privé, parce que les centres anticancéreux, maintenant, sont des centres privés pour la plupart. Et non, il y a beaucoup de situations dans lesquelles les gens sont mal soignés. Encore une fois, ils n'osent pas le dire, parce que comme ils sont conscients que le système est en difficulté, qu'il y a des problèmes d'argent et que c'est gratuit surtout, les gens n'osent pas râler. Mais je vous garantis que moi, quand j'échange avec les gens, il y en a beaucoup qui ne sont pas satisfaits. C'est pour ça que je veux remettre le sujet de la qualité du soin avant le sujet financier. D'abord, on donne aux Français un soin de qualité et après, on voit comment on le paye. Et après, ça peut être discuté, ça peut être changé. Les gens sont prêts à payer un petit peu plus. Et je pense qu'on revient... Voilà. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, mais j'ai surtout une question. Je suis d'accord en tout cas que le jour où je suis malade, oui, je préfère à mesure de ce que je peux payer aussi. Mais moi, par exemple, qui est peut-être plus de moyens que certaines personnes qui nous écoutent, j'ai aucun problème à payer plus en étant sûr d'être soigné correctement. Ça me paraît absolument évident. Et en effet, je pense que la valeur du soin dépasse toutes les autres valeurs qu'on peut imaginer dans sa vie quotidienne. Donc je pense que c'est une réflexion qui, en effet, pourrait être menée. Et ma question en découle, comment est-ce que, justement, votre propos est reçu dans le monde médical qui est le vôtre ? Alors, dans le monde médical, c'est assez bien reçu. C'est plutôt dans le monde de la technocratie de la santé que c'est assez mal reçu. Vous savez, il y a un moyen pour que les gens ne râlent pas sur la qualité, c'est de ne pas l'évaluer. Et je ne sais pas si vous allez me croire, mais vous savez qu'en France, la qualité des soins, elle est quasiment pas évaluée. Pourquoi ? Parce que si les gens avaient les données sur l'évaluation, ils demanderaient un petit peu des comptes. Donc en fait, c'est un système qui, avec la gratuité et l'absence d'évaluation de la qualité des soins, vous êtes sûr que les gens, en fait, ne vont pas râler. Donc en fait, c'est un espèce d'open bar low cost qu'on prépare aux Français, en leur donnant pas la qualité de ce qu'ils consomment, parce qu'il y a ce qu'on appelle une asymétrie d'information, ils n'arrivent pas vraiment à juger. Et avec la gratuité, vous les tenez aussi, parce que quand c'est gratuit, quand c'est un open bar, vous acceptez finalement d'avoir quelque chose qui est un petit peu moins qualitatif. C'est pour ça que, et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a le président de la HS qui l'avait dit, il y a le président de la PHP qui commence à le dire. Aujourd'hui, la priorité de la santé, c'est de réaugmenter et d'évaluer la qualité, plus que de mettre des milliards sans savoir exactement ce qu'on paye. Oui, puis de moderniser, parce que vous parlez vraiment dans le livre d'une organisation d'un autre siècle, pensée pour y arriver. C'est le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge. En tout cas, le monde de l'hôpital public, c'est le Moyen-Âge, avec sa féodalité, avec ses chapelles, avec je pèse en fonction du nombre de lits que j'ai, même si j'en ai pas besoin, il faut que je les remplisse, parce que de toute façon, il faut que je fasse de l'activité. Voilà. Donc oui, c'est un monde qui ne s'est pas modernisé non plus. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec le doyen de l'université de Tours qui disait que pour régler le problème de l'hôpital, il faut aussi qu'il y ait plus de facultés de médecine, parce qu'on voit bien que les facultés aujourd'hui sont remplies d'étudiants, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont refusés, et peut-être aussi d'ouvrir de nouvelles facultés pour pouvoir augmenter le nombre d'étudiants et in fine de médecins plus tard.
De toute façon, il y aura besoin de plus de médecins parce que, comme je vous dis, il y a du progrès médical qui arrive et en fait, la gamme de ce qu'on peut proposer en santé s'est élargie. Vous savez, c'est comme si vous aviez une gamme très resserrée il y a 20 ans et la gamme s'élargit. Et donc, en fait, c'est pas uniquement que la population vieillit, c'est aussi que vous avez quelque chose à proposer aux gens. Donc, il y a des choses qui sont complètement créées. Avant, on dépensait pas d'argent pour acheter des téléphones portables. Aujourd'hui, on en dépense beaucoup. Bah, c'est pareil pour la santé. Vous avez des maladies, vous dépensiez rien parce que rien n'existait et vous allez devoir dépenser plus. Donc, vous allez aussi devoir former plus de professionnels de santé. Et moi, je ne crois pas que l'IA va nous empêcher d'avoir besoin de nombreux médecins dans l'avenir. Ça, c'est la question qu'on se pose souvent. C'est vrai que s'il y a bien un domaine, peut-être, où on peut s'interroger, c'est sur l'IA. Hein. Vous avez des grands pontes qui vous expliquent que ça va tout révolutionner, hein, en tout cas votre métier. Je ne crois pas, je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que l'intelligence humaine n'est pas la limite qui fait que notre système de santé ne fonctionne pas. Je pense que c'est une question de logistique, c'est une question d'organisation, c'est toutes les questions dont on vient de parler. Mais s'il y a bien une limite qui passe, c'est l'intelligence humaine. Quand vous allez voir votre médecin généraliste, le temps qu'il passe à réfléchir à votre diagnostic, je pense que c'est quelques fractions de secondes. Donc, c'est pas forcément l'IA qui va débloquer la situation. Non, mais c'est un bon assistant pour, je sais pas, par exemple, pour lire des radios, par exemple. J'ai de nombreux amis radiologues. Je leur demande s'ils ont gagné du temps avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, absolument pas. Ça leur en fait plutôt perdre. Donc, les gains de productivité pour la santé, ce n'est pas encore tout de suite. Et il y a beaucoup de gens qui aiment à dire que les problèmes vont être réglés par l'intelligence artificielle dans le système de santé. J'aimerais qu'on n'attende pas 25 ans en disant l'IA va régler tous les problèmes et qu'on s'attaque au vrai sujet. Plutôt que la pensée magique qu'on a déployée pour la prévention il y a 10 ans et que maintenant on déploie sur l'intelligence artificielle. On a vu dans d'autres pays quand même des opérations réussies avec des robots guidés par l'intelligence artificielle. Enfin, moi j'ai eu des cancérologues qui m'ont dit que c'était... Ah non, bien sûr. Mais bien sûr. Déjà, les opérations durent plus longtemps, donc elles coûtent plus cher. Donc ça ne fait pas gagner de la ressource médicale et ça ne fait pas gagner du temps. Et en plus, ça ne remplace pas le médecin, puisque le médecin, il est là. Donc voilà. Donc on remet tout à plat. On remet tout à plat, on accepte que ça va coûter plus cher, on décide ce qu'on paye avec la collectivité et la sécurité sociale, et on demande aux gens de mettre la main à la poche pour ceux qui peuvent le faire, s'ils veulent avoir un soin de qualité et pas laisser le système de santé se dégrader de plus en plus et finir avec un système certes open bar mais totalement c'est pas bien low cost. Parti pour mettre de plus d'argent. Vous avez vu la fédération de l'hôpital qui dénonce la pire cure depuis 2010 d'austérité. On nous demande de soigner plus avec beaucoup moins de moyens. Vous êtes d'accord ? C'est pour ça qu'il faut faire des choix. Mais évidemment, il n'y a plus d'argent. De toute façon, ça, c'est ce qu'on nous répète en permanence. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des choix stratégiques, recentrer la solidarité et trouver des nouveaux moyens de financer ce qui sort de la solidarité. Merci beaucoup Martin Blachier. Je rappelle le nom de votre livre, de votre ouvrage, Les 12 travaux d'Hippocrate vers un nouveau contrat social aux éditions Serre, et vous apportez vraiment des solutions concrètes. Merci à vous d'être passé par le studio d'Europe 1. Merci beaucoup.